Vous êtes sur la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle session d'information. Un journal que nous ouvrons par ces ordonnances présidentielles du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, signé d'abord l'ordonnance numéro 22/176 du 10 octobre 2022 portant nomination de membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Régie des distributions d'eau, en sigle Régie des eaux SA. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 211, vu la loi numéro 8/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en ses articles 2 et 4, vu la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, spécialement en ses articles 3, 9, 10, 11, 13 et 16, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre le membre du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48, alinéas 3 et 61, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions de ministère, spécialement son article 1er B7, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination du vice-premier ministre, ministre d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, vu le décret numéro 13/005 du 13 décembre 2013 portant statut de mandataire public dans les entreprises du portefeuille de l'État, spécialement en ses articles 1er, 3, 4, 5 et 27, vu les statuts de la régie de distribution d'eau, en sigle Régie des eaux SA, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la régie des distributions d'eau, en sigle Régie des eaux SA, les personnes aussi après, M. Thomas Maketa Loutete, M. David Chilumba Mutombo, M. Jean-Simon Fouti-Kiakou, M. Donatien Balekelai Béa, M. Jimmy Chibanguka Benji, M. Luc Memeliwando Ngolu, M. Ben Kankole Mukendi, M. Bernard Kayumba Chikilwe, M. Patrick Mbouingandou. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes aussi après. M. Thomas Maketa Loutete, président du conseil d'administration. M. David Chilumba Mutombo, directeur général. M. Jean Bosco Mwaka Indele, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 10 octobre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalou Konde Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 10 octobre 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22/178 du 10 octobre 2022 portant nomination de membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds national d'entretien routier, en sigle FONER. Le président de la République,
vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 221. Je vous épargne des détails. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, le Conseil de ministres entendu ordonne, article 1er, sont nommés membres du Conseil d'administration du Fonds national d'entretien routier, en sigle FONER, les personnes dont les noms ci-après. Monsieur D. Alonso Ngoy Lubika, Monsieur Pierre Bundo Kindongala, Monsieur Clément Barouti Limbaya, Monsieur Lazare Dakaoudino Wakale Minada, Monsieur Denis Chilombo Chamboui. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Monsieur D. Alonso Ngoy Lubika, président du conseil d'administration. Monsieur Pierre Bundo Kindongala, directeur général. Madame Georgine Selemani Toulia, directrice générale adjointe. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, le ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement, le ministre de Finances sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Au fait à Kinshasa, le 10 octobre 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalou Konde Kyenge, président, pour copie certifiée conforme à l'original, le 10 octobre 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Niembo Bouiza, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22/177 du 10 octobre 2022 portant nomination de membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société nationale d'électricité, en sigle SNEL SA. Le président de la République, vu le statut de la Société nationale d'électricité, en sigle SNEL SA, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité, en sigle SNEL SA, les personnes ci-après. Monsieur Kisolokele Tiamba Fumu, Monsieur Lucindewa Lusangi Kabemba Fabrice, Monsieur Tingi Pouloulou Servo Pichou, Madame Kassanka Mboulou Charles, Monsieur Lenga Walenga Alexis, Monsieur Bissambi Meda Roger, Madame Batumike Koubonage Aurélie, Monsieur Dédé Kodoro Kewalo Justin, Monsieur Olen Anziem Serge Emmanuel. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Monsieur Kisolokele Ntiabafumbu, président du conseil d'administration. Monsieur Lucindewa Lusangi Kabemba Fabrice, directeur général. Monsieur Luambwamou Batedi, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. La ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 10 octobre 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalou Konde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 10 octobre 2022,
le cabinet du président de la République, Guilain Niembo Bouiza, directeur de cabinet. Voilà tout. Poursuivons l'actualité. La République de l'Ouganda célèbre en grande pompe les 60 ans de son indépendance. Plusieurs personnalités et chefs ont répondu présents à cette grande cérémonie. La délégation congolaise est conduite par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, le représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dans son discours, Jean-Pierre Liaou a relayé le message du président de la République et a mis l'accent sur la mutualisation des efforts afin de garantir la stabilité dans la sous-région des Grands Lacs. Depuis Kampala, en Ouganda, Cédric Kenina. 100 ans se sont écoulés depuis que l'Ouganda a accédé à sa souveraineté nationale et internationale. Toute la nation ougandaise s'est focalisée vers l'espace Est Kololo, où s'est tenue la célébration de ces moments historiques. À la tribune, les présidents Museveni et d'autres chefs d'État et de gouvernement. La RDC a été représentée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, représentant personnel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Passage de troupes en revue, défilé militaire dans la pure tradition britannique. Au nombre de chefs d'État présents à Kampala, l'on note la présence du Kenya William Ruto, les Somaliens Hassan Sheikh Mohamed, les Sud-Soudanais Salva Kiir, les Burundais Évariste Ndayishimiye, ainsi que le représentant du Rwanda, de la Tanzanie et le secrétaire général de Eastern Africa Community. Tous ont plaidé pour le renforcement de la coopération entre États et le retour de la sécurité dans la sous-région. Singulièrement, les Kenyans William Ruto et les Burundais Évariste Ndayishimiye ont insisté sur la stabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les représentants du président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Liaou, porteur du message du président congolais à son homologue ougandais et au peuple frère de l'Ouganda, est revenu sur la paix dans l'Est et la mutualisation des efforts pour y parvenir. Il est temps de construire un nouveau monde pour ouvrir la voie au décollage de la sous-région des Grands Lacs. Message fort de Félix-Antoine Tshisekedi aux acteurs clés de la sous-région. Il m'a aussi chargé de transmettre le message de paix et de fraternité. La paix, parce que notre espace géographique a longtemps souffert des conflits armés, des problèmes sécuritaires. Les problèmes méritent que nos efforts soient conjugués, que nous puissions mutualiser nos forces afin de construire ensemble une paix durable et définitive. À l'est de la République démocratique du Congo, les sangs a beaucoup coulé pour le président de la République démocratique du Congo. Il est temps de construire un nouveau monde, de construire une paix durable, une région de paix avec des opportunités de développement et d'émergence. Voisins, nous le sommes aujourd'hui, voisins, nous le resterons éternellement. Coiffé de son chapeau traditionnel, le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, dans un long discours, a relevé la nécessité d'une stabilité dans la sous-région et l'importance d'une intégration régionale réussie dans tous les domaines à travers une synergie entre États, à travers la communauté de l'Afrique de l'Est. On va prendre cet autre reportage toujours sur l'indépendance de l'Ouganda, c'est avec Rodé Panda. La République de l'Ouganda accomplit 60 ans d'accession à la souveraineté nationale et internationale, en parfaite communion avec Kampala, où la solennité a été organisée. À Kinshasa, l'ambassadeur de l'Ouganda à RDC, Kaïssa Farid, a célébré cette illustre fête nationale. Plusieurs délégations des corps diplomatiques des pays amis de l'Ouganda ainsi que nombreuses personnalités. Ces dignitaires congolais ont rehaussé de leur présence la cérémonie. C'est une belle occasion pour les premiers des Ougandais et représentants du président Museveni en RDC de saluer les relations bilatérales, cordiales, d'amitié entre les deux États qui engagent plusieurs domaines avec plusieurs projets d'intérêt commun déjà opérationnels, principalement sur le plan politique, militaire et économique.
Il a félicité le président Félix Tshisekedi pour son passage à la tête de l'Union africaine avec un leadership éclairé qui a permis l'élargissement de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, il continue de réaliser des exploits à la tête de la CEEAC et la SADC. L'Ouganda, son pays, reste engagé aux côtés de la RDC dans la lutte contre les groupes armés. Sur le plan bilatéral, les deux pays entretiennent des relations cordiales avec une coopération de haut niveau qui vise à réaffirmer l'engagement commun de renforcer la coopération dans différents secteurs en vue de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité des deux pays, en vue de transformer cette région d'une zone de guerre en une zone économique. Le ministre du Développement rural, François Roubota, a représenté la RDC. Profitons de cette occasion d'indiquer notre appréciation pour la coopération bilatérale dans les domaines militaires entre la République du Ouganda et la République démocratique du Congo. Cette coopération entre dans la ligne droite de la vision de son Excellence M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que la paix reste et soit restaurée dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une ambiance de convivialité a caractérisé cette fête. C'était plutôt la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Ouganda par la représentation congolaise ici à Kinshasa. Autre chose, les concours nationaux de recrutement de nouveaux magistrats édition 2022 s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national. Au Congo central, 505 candidats civils et militaires et 821 pour la province du Sud qui vont affronter ce test national dans leurs provinces respectives. Le tout dans ces résumés signés Yvette Makontima. Sur plus de 580 candidats civils et militaires inscrits au Congo central, environ 505 ont participé au concours national des recrutements des nouveaux magistrats CONAREN 2022. Cette épreuve à caractère national s'est déroulée dans les installations du collège de Temboa situé à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Le vice-gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, qui assume l'intérim du gouverneur empêché qui a lancé ces tests, a rendu un vibrant hommage au magistrat suprême, le chef de l'État, qui dans sa vision de renforcer les effectifs et des rajeunissements du personnel dans les secteurs de la justice, a rendu possible ces concours. Par ses comportements, l'appareil judiciaire congolais va s'enrichir d'un effectif compétent, crédible pour sa bonne marche, a-t-il conclu. Le premier président du Conseil d'État, Marthe Odiononde, venu superviser cette activité, a fait savoir que la tenue de ces concours répond à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de réformer l'appareil judiciaire de manière à rassurer la garantie de droits des personnes et des justiciables. Au Sud Kivu, 821 candidats magistrats, civils et militaires ont affronté ces concours dans les salles du collège Alpha-Djeri de Bukavu. Parmi ces candidats confirmés, 3 ont passé cette épreuve à Baraka dans les territoires de Fizi. Supervisé par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vandemambou a encouragé ces candidats éligibles avant de dépouiller les malles sécurisées contenant les items en présence du gouverneur des provinces Théo Wabidjekassi et du premier président de la Cour d'appel du Sud Kivu ainsi que du procureur général de la même Cour, Marie-Josée Ibala Yam Alas. Les candidats ont été confrontés à plusieurs sujets relatifs, entre autres, à la déontologie, aux droits civils, des obligations et à la procédure civile. Pendant ces temps, à la Commission électorale nationale indépendante, le rapporteur adjoint Paul Mohindo vient de lancer la formation des juristes de cette institution. C'est sur les contentieux post-électoraux. Les détails avec Teti Samba. Participants à cette session d'information plancheront sur différents types de contentieux découlant des consultations électorales. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Mohindo Moulemiri, qu'accompagné Maître Fabien Boko et M. Gérard Bissambou, membre de la plénière, on a donné les orientations dans son allocution d'ouverture. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase qui va nous faire plonger dans une grande activité qui est celle de l'enrôlement. Il est important, d'abord, vous qui êtes les juristes internes, vous étiez appelés à maîtriser
le séquençage de tout ce qui devrait se passer. Et c'est dans cette optique-là que la formation de ce jour va avoir un regard opérationnel et puis un regard juridique. Cette formation ne va pas être seulement théorique, elle va être aussi pratique. Et donc vous allez non simplement avoir un regard sur ce que dit la loi, mais vous allez critiquer, vous allez soulever des cas pratiques et vous allez avoir des débats entre vous, et de telle sorte que lorsque quelqu'un doit être en face d'un juriste, la CENI, qu'il puisse se dire que je suis devant un connaisseur. Signalant que ces travaux qui vont se dérouler pendant 6 jours vont permettre aux participants d'enrichir leurs connaissances afin de former d'autres juristes à l'intérieur du pays. Célébrer tout le 10 octobre de chaque année, la journée mondiale de santé mentale offre l'occasion de susciter un regain d'intérêt à l'égard de maladies mentales dont la charge ne cesse d'accroître en Afrique. Plusieurs activités étaient organisées à Kinshasa, entre autres par l'ONG Kwetu, qui a sensibilisé les Kinoises et Kinois à travers une marche sur la non-discrimination. Les détails avec Guy Blaise Kitik. Mental, notre priorité. Cet thème mondial est évocateur. C'est un appel à plus d'un, d'autant plus que la situation sociale et la crise qui conduisent au stress amènent à être considérés comme malades mentales. Le 10 octobre 2022, l'occasion est donnée à chacun et à tous de s'y pencher. Seulement voilà, l'ONG Kwetu a compris et est allée à la sensibilisation des Kinois à travers la marche de santé organisée. La coordonnatrice Lili Maloba a trouvé des mots pour exprimer sa préoccupation qui se trouve dans le slogan « La maladie mentale n'est pas un tabou ». L'objectif, c'était de sensibiliser la population pour qu'il n'y ait pas un tabou sur la maladie mentale, parce que la maladie mentale, c'est comme toute autre maladie. Maintenant, là, nous, on voulait stopper cette stigmatisation des gens pour la maladie mentale. Kwetu est là pour aider les gens qui souffrent de la maladie mentale et dégénérative. Nous les aidons, nous les accompagnons avec leur famille pour que ces tabous-là stoppent. Je vais dire à tous les parents, à tous ceux qui sont en train de soutenir, d'aider les gens à la maison, parce que ce n'est pas facile de s'occuper d'une personne qui a une maladie mentale. Nous demandons à ce que ces gens-là viennent chez nous, nous les prenons en charge. Si la République démocratique du Congo n'a pas un thème local, mais la santé mentale reste un véritable problème de santé publique, mais aussi et surtout un problème de société, car tout le monde est concerné. Les transferts énergétiques et l'apport de la République démocratique du Congo pour la réussite de ce transfert, sujet au centre d'une table ronde organisée par Cobalt Institute. Parmi les intervenants à ces assises figure le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahonga, et les directeurs de cabinet adjoint du chef de l'État, André Ouamesso. Christine Linzo nous en dit un peu plus. Cette table ronde a réuni les producteurs, les utilisateurs, les recycleurs et négociants du cobalt, aussi les experts et la société civile autour du gouvernement pour discuter sur la transition énergétique, aussi sur les rôles essentiels à jouer par la RDC pour bien assurer cette transition énergétique verte, équitable et juste. Les participants à cette rencontre organisée par Cobalt Institute, une association mondiale représentant l'ensemble des industries et la chaîne de valeur du cobalt, ont écouté les différents panélistes, aussi le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahonga, une occasion pour lui de plaider pour la transformation locale des matières stratégiques des minéraux congolais qui participent à la fabrication des batteries électriques. Ces grands projets, dont la première usine sera installée au Okatangava dans un avenir proche, changer l'économie des pays africains. Grâce à une étude qui a été menée, l'étude de Bloomberg, donc la transition, c'est nous. Mais souvent au niveau international, on évoque des questions résiduelles et secondaires pour chercher à saper l'image de la République démocratique du Congo. Donc, il faudrait que, au niveau international, on relativise quand même ce qui se passe en République démocratique. Il y a des efforts. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques a à son tour martelé sur la valorisation des ressources naturelles de la RDC, pays solution au réchauffement climatique. Anticipant la demande exponentielle
pour les véhicules et les batteries électriques, conséquence de cette transition mondiale vers les énergies vertes et la décarbonisation rapide, nécessité de pouvoir harmoniser les politiques et les programmes des divers ministères congolais afin d'exploiter et de valoriser durablement les gisements de minerais stratégiques de la RDC. Suzanne McLaren, chef d'approvisionnement responsable et durabilité à Cobalt Institute, a appelé toutes les parties à un dialogue permanent pour la réussite de ces processus. Et pour la première fois, Félix Oazikoa et Nyo Kalongo ont partagé le même micro. C'était autour d'une chanson intitulée Entrepreneuriat. C'était pour sensibiliser les jeunes justement sur l'entrepreneuriat. Encore une fois, Christine Lenzo. À l'entrepreneuriat des jeunes et de femmes, des messages de sensibilisation sont élaborés par la structure IEF Entrepreneuriat qui a utilisé la musique pour véhiculer son message de conscientisation pour réveiller les femmes et surtout les jeunes à devenir autonomes à travers la création de leur propre PME. Entrepreneuriat. Cette chanson mise en musique par deux célèbres artistes et musiciens congolais, Jossar Nyo Kalongo et Félix Oazikoa, comme l'explique le professeur Valmassamba Lulendo Panda de IEF Entrepreneuriat. Nous avons étudié plusieurs stratégies aux tactiques marketing. Eh bien, on a trouvé que informer ou sensibiliser la population sur l'entrepreneuriat à travers la chanson pour résoudre au mieux cette question de sensibilisation. Et donc on a choisi ces deux grands artistes de rang mondial et qui ont accepté facilement notre requête. Ils se sont appropriés de notre projet et donc ils ont chanté cette chanson sur l'entrepreneuriat de façon à sensibiliser les jeunes, les femmes à créer des entreprises et à développer leurs entreprises pour ceux qui en ont. Le professeur Val a été renchéri par les deux artistes musiciens qui encouragent tous à l'entrepreneuriat. Notez cependant que cette activité est à inscrire dans la série de celles marquant les 15 ans d'existence de cette structure qui projette aussi la tenue d'une foire agricole du 5 au 10 décembre prochain au centre Wallonie-Bruxelles pour donner de l'espace à plus de 420 PME pour valoriser et faire connaître leurs produits, présenter les parcours de ces entrepreneurs congolais et étrangers, aussi favoriser l'échange avec les secteurs de l'écosystème entrepreneurial congolais. Parlons cette fois-là de la 3e édition de la conférence de presse organisée trimestriellement par la Chambre de mines de la Fédération des entreprises du Congo. Bernadette Pundu, coordonnatrice de cette institution, s'est dit heureuse d'accueillir les participants, nous dit Mireille Ndeke. Les préparatifs de la sortie officielle du Club national de sous-traitants vont bon train. La Chambre de mines s'attelle pour la réussite totale de ce grand rendez-vous d'affaires qui vise l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Sous la direction de la coordinatrice de la Chambre de mines, Bernadette Pundu, cette réunion tenue avec les représentants de plusieurs secteurs, dont le secrétaire général du Club national de sous-traitants, l'ambassadrice du bambou en RDC, représentante de l'Organisation internationale du bambou et autres responsables de PME congolaises, était une occasion d'inviter tous les acteurs œuvrant dans la sous-traitance à se structurer pour bénéficier de l'accompagnement du gouvernement congolais afin de faciliter l'octroi de marché aux entreprises congolaises. Vous savez, quand on évolue seul dans ce coin, on ne sait pas accéder aux informations et on ne sait pas apprendre des autres. Beaucoup d'entreprises congolaises ont l'habitude d'évoluer seules sans pouvoir se rencontrer avec les autres et du coup on ne sait pas partager les expériences. Je crois que l'initiative est très très bonne et encourageante. Il faut que les entreprises viennent parce qu'il s'agit de la sous-traitance. Vision partagée également par l'ambassadrice de bambou qui sollicite l'accompagnement de la FEC à travers la Chambre de mines afin de bien exécuter son travail, les mines et l'environnement. Étant deux secteurs liés, la sortie de ce club tombe donc à point nommé avec l'effectivité de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 qui fixe les règles applicables à la sous-traitance, une façon de promouvoir également l'entrepreneuriat local.
Et la communauté économique des États d'Afrique centrale, à travers sa commission environnement, a mis en place un réseau d'entreprises pour l'économie verte dans la sous-région. Cette structure a pour objectif de sensibiliser toutes les couches sociales sur les opportunités d'une économie verte pour un développement durable en Afrique centrale. Néné Maïzana. Après les travaux préparatoires de la COP27, la communauté économique des États d'Afrique centrale, à travers sa commission environnement, a ouvert à Kinshasa le samedi 8 octobre 2022 l'atelier de l'Assemblée générale constitutive du réseau des entreprises d'Afrique centrale pour l'économie verte. Les participants venus de 11 États de la sous-région ont adopté les statuts de cette structure qui s'inscrit dans le cadre du système de l'économie verte en Afrique centrale, approuvé en 2015 par les chefs d'État à Djamena au Tchad. Nous commençons à voir des projets de cette envergure apparaître dans la CEAC, portés par des acteurs réels, c'est-à-dire des gens qui développent l'économie endogène en respectant l'environnement. C'est une très très bonne chose. La CEAC a lancé des mesures pour soutenir l'économie verte portée par le secteur privé, en particulier les femmes actrices du développement durable. Et nous voulons qu'on dépasse maintenant les systèmes politiques ou les discours, qu'on aille vers les actions. Le problème aujourd'hui, c'est l'agriculture sur Brilli et les réseaux a pour objectif de sensibiliser toutes les couches sociales sur les opportunités de l'économie verte, a souligné Héritier Piana, directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable. Ainsi, chaque pays a l'obligation d'encadrer la démarche des responsabilités sociales de ses membres pour une durabilité forte. Et les chantiers dans la province du Kasaï central vont bon train. Le gouverneur John Kadea vient de lancer le travaux de différentes infrastructures dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires. Commentaire d'Yemersi Kanza. Du projet multisectoriel de lutte contre la malnutrition a poussé les experts de la Banque mondiale à fouler le sol du Kasaï central. La délégation a été conduite par le docteur Michel Mouvoudi. Financé à hauteur de 500 millions de dollars américains par la Banque mondiale, le projet de lutte contre la malnutrition chronique est exécuté par l'UNICEF, le FAO et le PAM dans plusieurs provinces de la RDC, notamment le Kasaï central, le Kasaï, le Kwilu et le Sud Kivu. Kasaï central, 12 zones de santé comprenant les hôpitaux, les centres de santé ainsi que d'autres structures sanitaires vont bénéficier des subventions de la Banque mondiale. Alors la finalité, c'est de pouvoir réduire drastiquement la malnutrition chronique. La durée sur le projet va aller jusqu'en 2026, mais comme vous le savez, 2026 c'est encore loin. Pour arriver aux objectifs, il faut pouvoir suivre la mise en œuvre des activités. Et vu que c'est un projet multisectoriel, il était important de pouvoir regarder ce qui se passe dans tous les secteurs, donc regarder toutes les interventions. Ce qui se passe dans l'agriculture, ce qui se passe avec le cash transfert, ce qui se passe avec la réhabilitation nutritionnelle, mais aussi un volet important qui est la santé. Donc on devrait quand même s'enquérir de la situation sur le terrain, mais aussi écouter les bénéficiaires. Vous savez, quand on a de tels projets, si vous ne faites pas attention, vous risquez de ne pas avoir l'impact. Donc c'est toujours important d'écouter les bénéficiaires, de comprendre quelles sont les difficultés de démarrage, afin d'ajuster les tirs et de faire en sorte que nous atteignions des résultats escomptés. Une fois à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, la délégation de la Banque mondiale a commencé par présenter ses civilités et l'objet de sa mission au gouverneur de la province. Jouer dans le processus électoral, comment doit-elle s'y prendre? La Ligue des femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social de la commune de Ngiringiri était à l'école de formation Junior Yangomba. Les échéances électorales de 2023 sont prises au sérieux à l'UDPS. Toutes les batteries sont mises en marche pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi et doter les partis d'une majorité parlementaire sous le leadership d'Augustin Kabouya. C'est dans cette optique que la Ligue de femmes de ce parti prépare la junte féminine à une participation aux élections de 2023. La Ligue des femmes de la commune d'Ngiringiri, dirigée par Esther Bokechu, est la première à saisir la balle au bon. Sous la direction de leur président sectionnaire, Tounse Toumba, les femmes de cette commune étaient formées sur le processus électoral et l'entrepreneuriat féminin pour l'autoprise en charge par des experts en la matière. Selon la présidente de la directoire nationale de Ligue de femmes,
Le président de la République tient à l'émergence d'un leadership féminin. Nous avons demandé aux femmes, tout en étant dans la session, avoir une vision politique, une vision de gestion, un leadership fort pour que, avec cette vision, elles puissent bien gérer la chose publique et la République démocratique. Pour le numéro 1 de l'UDPS Ngiringiri, son parti est plus que jamais déterminé à promouvoir la femme congolaise. On quitte la politique pour la religion jour après jour, 22 ans, depuis que le Monseigneur Emmanuel Catalico, ancien archevêque de Bukavu-Mouré, s'est fui un certain 4 octobre 2000 en Italie. Le 22e anniversaire de son décès était commémoré avec faste. Monseigneur Catalico Emmanuel, le 10 octobre 2014, Monseigneur Charles Mboka, tous deux anciens archevêques de l'archidiocèse de Bukavu et reconnus comme ardents artisans de la paix en RDC, ont quitté la terre des hommes pour une renaissance au ciel. La fondation Monseigneur Emmanuel Catalico Fomeka a célébré comme chaque année un culte à leur mémoire à la paroisse Sainte-Anne de la Gombe. Qui nous a aidés et qui se prête bien à la situation actuelle, exigée à ses brebis, à savoir résister avec toute la force de notre foi, appelle à dire oui là où il faut dire oui et non là où il faut dire non, et cela à autre. Nous devons adresser à la plus grande ambassade de réconciliation et de paix. Voilà, chers frères et sœurs, le message de Monseigneur pour la paix. C'est donc par ici que nous bouclons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur votre télé. À demain à la même heure sur la même chaîne.